مساء الخير عليكم، تحياتكم، مرحبا بكم. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bonsoir, bienvenue. On va commencer ce Webayuno. Donc on l'a appelé Webayuno parce qu'en fait, aussi sur AE, on a toujours organisé des desayuno. Desayuno, ça veut dire petit déjeuner en espagnol. Et ayuno, c'est le jeûne, en fait. Ayuno, c'est le jeûne. Desayuno, c'est rupture du jeûne. Et donc, il y a ça arrive un peu, Webayuno, voilà, le web du Ramadan, on va dire ça comme ça, pour ironiser un petit peu, voilà. Donc, nous avons intitulé ce Webayuno « Comment l'entreprise peut-elle parvenir à affronter la crise sanitaire liée au Covid-19 au plan national comme à l'international ?» Il est vrai qu'après 2 mois exactement, après avoir décrété donc, le confinement partiel ici en Algérie, on est toujours intéressé par connaître un peu le commentaire des chefs d'entreprise et des experts pour nous éclairer sur l'état d'avancement de cette situation inédite et parfois très grave. Et donc nous allons cette fois-ci aller chercher aussi quelles sont donc, les réponses ou les commentaires à l'international. Et pour cela, nous avons donc invité 2 chefs d'entreprise, une entreprise algérienne qui aspire aussi donc, à aller vers l'international. Nous avons aussi choisi une entreprise espagnole, membre aussi de notre chambre, qui a à travers ses filiales un peu partout à travers le monde, donc trouve aussi des difficultés. Et puis pour nous éclairer, donc il y a 2 experts, un expert juridique international et un expert économique. Donc ce sont 2 professeurs des facultés, bien entendu. Donc sans trop tarder, je vais donc donner la parole à la première entreprise, Monsieur Fouad Salah. Donc vous êtes PDG du groupe Salah. Et j'aimerais savoir maintenant quels sont vos commentaires, comment vivez-vous cette situation de crise liée donc à la Covid-19 et donnez-nous un peu aussi quelles sont selon vous les solutions que pourraient apporter les pouvoirs publics en mettant cette fois-ci une casquette d'un chef d'entreprise lambda dans le sens où je dirais que votre secteur d'activité vit un peu moins grave cette situation parce que vous êtes dans l'agroalimentaire. Mais d'après vous, quelles seraient donc les mesures que devraient prendre les pouvoirs publics? Voilà. Et je vous laisse le soin de vous présenter brièvement, s'il vous plaît. À vous la parole. Merci, monsieur le Président. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont donc en Algérie, ceux qui sont à l'étranger. C'est un plaisir donc d'être parmi vous ce soir et de discuter effectivement donc de cette crise sanitaire qui touche principalement donc toutes les entreprises, je pense au niveau national comme à l'international. On vit exactement la même chose. Je vais donner mon avis pour les entreprises bien sûr algériennes actuellement. Il faut dire il faudrait différencier et partager les secteurs d'activité. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont, je dirais, très touchés, d'accord, par cette crise, moyennement touchés, et au contraire, il y a certaines entreprises à qui profitent entre guillemets, cette crise sanitaire. Hein. Donc, dans le cadre des entreprises, par exemple, que je gère, donc j'ai 2 entreprises qui sont liées donc, à l'activité alimentaire, effectivement. Ils ne sont pas trop touchés, sauf par le... Le son. Je n'entends pas, monsieur. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, un moment. Donc, je disais donc, que les entreprises aujourd'hui vivent donc un vrai problème. L'impact, il est déjà là, mais je pense qu'il va être plus grave dans les mois à venir. Les pouvoirs publics ont pris certaines décisions, effectivement, comme le report des déclarations des G50, de la CNAS, Casoran, pour certaines entreprises. Mais malheureusement, on a eu donc le plaisir d'avoir la directrice générale des impôts la semaine passée en visioconférence aussi, et qui nous a dit qu'il fallait donc qu'au lieu du 20 mai, les cotisations et le paiement des G50 allaient être faits, par exemple, le 20 juin. Mais malheureusement, le 20 juin,
donc les 3 ou 4 mois qu'on n'a pas payés vont être payés d'un seul coup. Moi, je pense que la crise, elle est encore là, que les entreprises n'ont pas encore repris, qu'on a de gros problèmes actuellement de trésorerie dans toutes les entreprises. Comment vous voyez que le mois de juin, c'est-à-dire dans une vingtaine de jours, une entreprise qui payait par exemple en G50 5 millions de dinars par mois, arrivera-t-elle à payer 20 millions de dinars ou alors 18 ou 15, même si l'activité a baissé, durant le mois de juin? Moi, honnêtement, je souhaiterais que les pouvoirs publics réfléchissent à ces 4 ou 5 mois de crise qui sont passés pour pouvoir échelonner les paiements et sur 6 mois ou 12 mois. C'est ça la vraie aide. Ça, c'est pour les pouvoirs publics. Il y a eu aussi, les pouvoirs publics ont pris des décisions concernant les banques. Elles ont allégé, donc, pour pouvoir pousser les banques à aller de l'avant et assister les entreprises. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'a rien vu. J'espère que les banques vont jouer le jeu et qu'elles vont donc aider ces entreprises pour pouvoir les accompagner. Parce que le vrai problème qu'il va y avoir, c'est un problème de trésorerie. Les gens ont essayé donc de maintenir les emplois à 100%, même si on a eu des difficultés. Moi, personnellement, on a travaillé à 50%, mais on a payé à 100% le premier mois, le deuxième mois, mais maintenant, on a un problème de trésorerie. Ensuite, il y a une relance. Même la relance, quand elle va y avoir, nos clients, etc., eux aussi ont des problèmes. Il va falloir donner des crédits à moyen terme. Donc, un client qui paye à 30 jours va payer probablement à 60 jours ou 90 jours pour qu'il puisse. Et donc, on a vraiment besoin d'être accompagné par ces banques. Et je pense que ça doit aller sur minimum 12 mois. Hein. Les pouvoirs publics, pour tout ce qui est G50, CNAS, Casoran, donc, doivent échelonner les paiements de la même manière pour les entreprises. Ça, c'est mon avis. Et je pense que c'est le problème à l'international. Hein. Voilà. Je vous remercie. Merci Fouad. Merci beaucoup. Pépé Ruth, donc vous êtes manager et associé dans une société qui évolue à l'international. Alors, ma question est la suivante. Comment vivez-vous donc cette crise à l'international, parce que vous avez des filiales un peu partout, et quelles sont les instructions du management central? Merci. Je vous laisse le soin de vous présenter, bien sûr, à votre tour. La première chose, c'est bonsoir à tout le monde. Je souhaite l'avant-santé pour tout le monde. C'est la première chose. Et par rapport, c'est vrai que la première chose qu'on doit reconnaître, même les entrepreneurs, c'est qu'on a, tout le monde, il a resté, les politiciens, les entrepreneurs, toute la population, on a resté étonné parce qu'il a été un coup excessivement énorme. Alors, c'est très difficile de prévoir, c'est très très difficile de prévoir qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite. Parce que normalement, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est occuper des personnes qui ont vraiment des difficultés, même pour manger. Alors, à ce moment, je dois partager l'avis de l'autre entrepreneur qui vient d'intervenir. Et c'est vrai que il y a un problème de trésorerie pour les entreprises, mais vraiment, il y a un problème de trésorerie pas pour les entreprises, sinon par tout le monde. Pour les employés, pour les entreprises, parce que le marché, il est tellement caché. Il n'existe pas de clients, il n'existe pas de rien. Ce qu'il existe maintenant, c'est des personnes qui sont seulement consommateurs, des moyens sanitaires, de la nourriture. Mais personne pense en ce moment à l'avenir. C'est vrai qu'ici en Europe, ici en Espagne, la communauté européenne, il essaie de mettre des mesures pour calmer tout le monde. Il fait seulement annoncer des quantités d'argent énormes pour dire qu'il faut mettre cet argent dans les marchés. Mais tout ça, pour le moment, c'est seulement pour calmer. C'est seulement pour calmer. Mais jusqu'à le jour d'aujourd'hui, on est presque 60 jours chez nous, confinés. Et il n'y a rien clair à toucher. Il n'y a rien clair à toucher. Il n'y a rien clair de mesures à prendre pour l'avenir. Et tout le monde, comme j'ai dit, il est étonné, le monde du tourisme, le monde de l'automobilisme,
même le monde de l'alimentation, il a aussi des problèmes. Parce que tout le monde, il a descendu énormément la façon de consommer. Alors, c'est très difficile pour moi à ce moment de dire qu'est-ce qu'il faut faire, auquel mesure il faut prendre pour diriger l'entreprise. Parce que même si on veut prendre des décisions, même si on veut faire des choses, même tout ça, il est empêché parce que l'administration ici en Espagne, en Algérie, il est coupé. On peut prendre des mesures, on peut rien faire. On peut rien faire parce que avec l'administration, c'est très compliqué maintenant d'agir. Alors, c'est ce que je peux raconter. À ce moment, on est en train de regarder. Finalement, on est en train de regarder et on attend beaucoup plus de clarté pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est tout. Merci beaucoup pour ce commentaire. Apparemment, les choses se compliquent davantage. Monsieur Azzeddine Belkacem Nasser, donc vous êtes professeur des facultés à Alger. Je vous laisse le soin de vous présenter. Ma question est la suivante. À l'aune donc de cette crise que nous vivons, cette crise inédite liée à la Covid 2019, comment jugez-vous donc les mesures prises des pouvoirs publics à l'encontre donc des PME, ces PME algériens qui ont souffert déjà depuis plus de 5 ans, on va dire, hein, depuis fin 2014. Ajoutons à cela donc l'année 2019 a eu une crise politique qui a donc ralenti un peu l'activité, ou alors ils ont hésité à investir, surtout sur le plan d'investissement. Est-ce que vous jugez ces mesures suffisantes? Sinon, comment pensez-vous un plan de sauvetage? Voilà. D'accord, merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas me présenter, je suis professeur des universités, économiste, et je suis également consultant avec certaines institutions. Et donc, c'est toujours un plaisir de partager un moment avec vous. Le webinaire est devenu un instrument excellent d'échange et on va en principe pouvoir continuer à l'utiliser même après Ramadan. En ce qui concerne votre question, bien sûr que l'objet principal de ce partage concerne l'entreprise algérienne, évidemment. Donc, je pense que d'emblée, il faut situer la position ou la situation de l'entreprise par rapport à des considérations d'ordre structurel. C'est-à-dire que si l'entreprise va mal, c'est à cause de considérations d'ordre structurel éminemment macroéconomiques. On reviendra tout à l'heure, bien sûr, sur des considérations propres à l'entreprise, mais je pense que d'emblée, ce sont des considérations d'ordre macroéconomique qui font que l'entreprise souffre. Et comme vous le savez, donc, pour l'instant, on n'a pas de bilan. On attendra un moment pour le faire, évidemment. Il va y avoir, on ne dispose pas encore de chiffres officiels sur l'impact de cette pandémie. Mais les résultats de certaines enquêtes d'organisations patronales, notamment indépendantes, sont vraiment alarmants, préoccupants. Certains think tanks commencent à estimer un petit peu les difficultés et les pertes du volume d'activité. Ces think tanks, par exemple, estiment déjà jusqu'à entre 35 à 50% la baisse du volume d'activité. Mais je reviens à ce que je disais au début, les difficultés des entreprises ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, ne datent pas, disons, de cette crise sanitaire. Déjà en 2019, on commençait à tirer la sonnette d'alarme, puisque l'année 2019, comme vous venez de présenter, de le dire, c'est une année assez spéciale qui a vu un petit peu la dégradation des voyants du monde de l'entreprise. Beaucoup de problèmes en termes de recouvrement qui sont engendrés justement par la baisse de l'activité économique et qui a mis bien sûr la trésorerie de dizaines, voire de centaines d'entreprises
dans un état catastrophique. La même chose aussi en matière d'emploi, parce que l'entreprise a aussi une responsabilité en matière d'emploi, d'employabilité. Il y a eu des pertes quand même assez considérables, des pertes qui sont estimées entre 700 000 et 1 500 000, c'est notamment dans le secteur privé, et qui sont d'ailleurs confirmées par certaines déclarations du FCE. Je voudrais un petit peu revenir pour dire que l'aspect macroéconomique est important de mon point de vue, peut-être c'est parce que c'est un petit peu mon centre d'intérêt. Il faut dire que c'est une crise, double crise sanitaire et pétrolière qui a touché notre économie de plein fouet. Déjà, durant la période où c'était un petit peu pratiquement l'opulence financière. Je vais parler un petit peu de la période 2010-2013. Entre 2010 et 2013, déjà, il y avait une absence criante de rigueur macroéconomique qui nous a un petit peu fragilisés. Et puis en 2014, lorsque la crise, le choc pétrolier est arrivé, il y a eu une très mauvaise gestion. Rappelez-vous, face à ce dernier choc, les autorités ont activé la politique monétaire et la politique de change. Et ils ont négligé de faire de même en ce qui concerne la politique budgétaire, alors que la politique budgétaire est très importante. Ils ont donc recouru à la planche à billets pour financer, entre autres, les déficits budgétaires, ce qui ne justifiait pas du tout. Et in fine, les autorités ont pris la décision stratégique de financer la crise au lieu de mener des réformes. Voilà, donc des réformes en profondeur, c'est ce qui a d'ailleurs permis de perpétuer le modèle rentier. Cela a donné bien sûr lieu à des conséquences fâcheuses, comme par exemple l'assèchement du fonds de régulation des recettes en février 2017, et aussi un petit peu l'abaissement drastique des réserves de change. Actuellement, on est en face d'une aggravation de deux indicateurs clés, de deux types de déficits. À la fois le déficit budgétaire global et le déficit du compte courant de la balance des paiements. Tous ces deux déficits sont devenus insoutenables et entraînent un gaspillage des ressources publiques inimaginable. À titre d'exemple, en 2020, actuellement, cette situation va bien sûr s'aggraver et la baisse des réserves de change, qui à fin 2019 était aux alentours de 63 milliards, vont très probablement s'afficher à moins de 40 milliards de dollars. Si bien sûr des mesures extraordinaires ne sont pas prises entre-temps. Le chômage aussi va passer à 1,3 million jusqu'à 4 millions, parce qu'il faut savoir que beaucoup de licenciements et de fermetures d'entreprises ont été opérés. Et donc, des questions graves se posent. Concernant donc l'entreprise, puisque c'est ça un petit peu notre objet de la rencontre, la situation des entreprises, bien sûr, se détériore davantage. Ce confinement, si vous voulez, le confinement partiel, le total, qui a été décidé, conjugué à la chute vertigineuse des prix du pétrole, puisque j'ai dit que c'est une double crise, sont autant de facteurs qui risquent donc d'aggraver le recul de l'activité économique et peut-être la disparition de centaines d'entreprises. Les entreprises qui sont déjà fragilisées beaucoup d'entre elles en tout cas ont procédé à l'arrêt de leurs activités avec la prise en charge des salaires des employés confinés. Si ces mesures dont l'objectif est d'empêcher la prolifération bien sûr du virus sont justifiées, il se trouve qu'elles constituent quand même une charge supplémentaire difficilement supportable. L'arrêt de l'activité est estimé entre 20 et 30% du chiffre d'affaires pour pas mal d'entreprises. Et le paiement des salaires aux employés confinés risque de mettre encore davantage en difficulté la trésorerie des entreprises et leur capacité financière. Donc, les mesures qui ont été prises en charge sont tout d'abord, bien sûr, des mesures d'ordre macroéconomique à la faveur de la loi de finances, ensuite de la loi de finances complémentaires. Je ferai remarquer juste ici qu'en Algérie, c'est devenu presque une habitude que de recourir à la loi de finances complémentaire quasiment chaque année. Pour cette année, il ne s'agit pas de loi de finances complémentaire, elle est plutôt rectificative, puisque la loi de finances
2020 qui a été faite à la hâte du temps du gouvernement bedoui, finalement, on en ressent un petit peu les conséquences. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui, bien sûr, concernent, entre autres, les entreprises. Je ne sais pas si je vais développer tout ça tout de suite, mais tout de suite, je vais dire que toutes ces mesures ne sont pas là à la hauteur des difficultés rencontrées par les entreprises. J'aurais à revenir un petit peu sur certaines voies de sortie qui seraient bénéfiques pour l'entreprise, tout en indiquant qu'est-ce qui a été décidé pour la loi de finances complémentaire. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole. Merci, c'est Asdel. Donc, avant d'enchaîner, avis aux participants, vous pouvez donc déjà poser des questions à travers le chat. Et après l'intervention de M. Berchi, on va commencer donc à répondre aux questions. Ou alors, on va interchanger entre nous, donc entre les intervenants, des questions-réponses. Monsieur Abdelouahab Berchi, donc vous êtes professeur en droit, vous êtes un expert juridique international, donc vous êtes en direct avec nous depuis les États-Unis. Et nous avons, donc je vais vous laisser le soin de vous présenter, bien entendu. Ma question est la suivante. Donc, on entend par-ci par-là qu'il y a eu grande rupture des chaînes d'approvisionnement et par voie de conséquence, rupture des chaînes de valeur parce qu'il n'y a plus d'intermédiation avec le confinement, bien entendu. Donc, selon vous, nous sommes en train de se diriger vers un éloignement des principes et des process de globalisation. Ou faut-il plus de globalisation pour sauver l'économie mondiale? Merci beaucoup. Je dois dire, jamais. Moi, je suis encore à jeun, donc pour moi, c'est là. J'ai encore 2h30 3 heures devant moi. Bonsoir à notre collègue qui est en Espagne. J'ai beaucoup apprécié son intervention parce qu'il a posé le problème beaucoup plus largement que sous l'angle de l'entreprise, parce que je me souviens dans le premier cours de droit civil que nous avons eu dans la belle faculté de droit d'Alger des années 60, un professeur nous a rappelé qu'une entreprise, c'est 3 choses. C'est le capital, c'est le travail et c'est le consommateur, le client. Donc, quand on parle de l'entreprise, on ne peut pas parler simplement du capital et dire il n'y a plus de capital et donc on arrête tout. On ne peut pas non plus dire il y a les consommateurs qui ont ou qui n'ont pas d'argent. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a que la force de travail. N'oublions pas que dans les années 60, nous étions tous marxistes. Je le suis encore dans le sang. Et je n'ai pas oublié cette culture de base qui veut que quand on parle de l'entreprise, on parle de l'entreprise dans toutes ses dimensions sociales, culturelles, économiques et non pas simplement financières. Alors, qu'est-ce que je vois autour de moi? D'abord, je dois juste donner une précision. Je suis un double retraité de l'enseignement supérieur où j'ai été professeur aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Les derniers enseignements que je continue de faire d'ailleurs, c'est dans une université canadienne sur la négociation internationale. Et en tant que double retraité, je suis aussi retraité de ma capacité de conseiller juridique principal de la Banque mondiale pendant 23 ans. Donc voilà, j'ai 2 casquettes de retraité, j'ai tout le temps pour réfléchir sur ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Avec cette crise, en fait, elle est très particulière parce que c'est une crise d'abord qui n'a pas frappé un continent ou un pays ou une entreprise ou un secteur d'activité. Elle a frappé tout le monde. Elle a frappé le monde. Et donc, M. Bouabdallah a raison de poser la question, la globalisation, c'est quoi? Moi, je crois que la globalisation se porte très mal en ce moment. Et justement, cette crise nous a montré que la globalisation était très mal conçue pour résister à un phénomène qui va atteindre tout le monde au même moment. Et nous n'avons pas d'instrument global pour y faire face. Donc, chacun réagit avec les instruments dont il dispose. Et je reprends un papier dans un journal il y a 15 jours à peu près d'un prix Nobel d'économie qui est Paul Krugman, qui a dit aux économistes, il est temps d'oublier les équilibres macroéconomiques, il est temps d'oublier tous les concepts de l'économie classique et sauver le peuple, sauver la population, sauver les gens.
qui sont en train de mourir, qui sont en train de perdre leurs emplois, qui sont en train de se faire éjecter de leurs appartements, qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus de soins. Donc, cette pandémie, moi, elle m'interpelle de ce point de vue-là. La globalisation n'a pas d'instrument et par conséquent, il est temps de commencer à penser à une déglobalisation pour peut-être penser une meilleure globalisation dans le futur. Deuxièmement, il faut penser à des instruments locaux adaptés à des situations qui sont tout aussi particulières les unes que les autres. La situation de l'Algérie, qui avait 66 ou 70 milliards de dollars de réserves de change qui lui permettent d'être autonome pendant 1 an et demi ou 2 en termes d'importation, qui n'avait pas de gros déficits budgétaires comme le sont les pays européens, pour qui souvent le déficit atteint quasiment le PIB. On n'a pas la dette des États-Unis qui dépasse des trillions. On n'a pas le taux de chômage qui est absolument effarant de l'Afrique du Sud. Donc l'Algérie doit inventer des instruments particuliers pour faire face à la pandémie et faire face à la manière dont elle est atteinte par cette pandémie. Il y a une règle que j'ai retenue de Paul Krugman dans son papier justement. Il a dit il y a une solution et c'est celle qui consiste aujourd'hui à mettre de l'argent entre les mains des citoyens pour qu'ils puissent consommer, se soigner, se nourrir, payer leurs charges afin de relancer l'économie dans leur pays. Peu importe le déficit, on n'en parle pas en ce moment. Peu importe l'inflation, elle peut être très bien gérée. Il y a des instruments pour cela et il y a surtout l'éducation qui peut faire un grand pas à travers les discussions, la sensibilisation des populations et ainsi de suite. Donc, moi, je dis comme cela, cette crise, je dis justement c'est une crise qui nous apprend la globalisation a échoué parce qu'elle n'a pas mis en place des instruments pour répondre à une pandémie globale, à un risque global. Deuxièmement, les pays doivent inventer des instruments qui sont des instruments dimensionnés à leur économie, à leurs besoins et aux besoins spécifiques de leur population face à la pandémie. On pensera à la suite plus tard. La deuxième chose vis-à-vis de l'entreprise elle-même, il se trouve que dans ma retraite, je continue de travailler pour des entreprises et j'ai au moins des arbitrages et des médiations en cours avec des entreprises dans lesquelles je suis impliqué énormément et qui m'ont appris deux choses. C'est que d'abord, on a tout arrêté. Il y a des entreprises, une de mes clientes, qui était impliquée dans un très gros projet d'infrastructure solaire dans un pays arabe et qui aujourd'hui ne peut pas livrer son projet en temps voulu. Pourquoi? Parce qu'il y a la pandémie et tout cela va entraîner une série de négociations très importantes. Est-ce que le coût va être le même maintenant que cette entreprise a été obligée de mettre beaucoup d'argent pour protéger ses chantiers, pour payer des salaires à des ouvriers qui ne travaillent pas en ce moment, pour supporter des charges qu'elle n'était pas censée supporter, et surtout parce que le retard qui va être absolument notoire dans la délivrance du projet va avoir des conséquences financières en termes de charges additionnelles pour l'État et aussi pour l'entreprise. Comment résoudre toutes ces questions? Eh bien, pour l'instant, je peux vous dire que le contrat n'avait pas de solution précise. Ce que l'on appelle les cas de force majeure traditionnels jouent, mais dans certaines conditions. Est-ce qu'il était prévu quelque chose en cas de crise sanitaire? Non. Donc, on peut déjà voir que les entreprises à l'international peuvent subir énormément de conséquences du fait de cette pandémie, ne serait-ce que parce qu'elles ne peuvent pas délivrer ce pourquoi elles étaient attendues ou parce qu'elles ne peuvent pas recevoir les services qu'elles avaient payés ou sur lesquels elles étaient engagées. Donc, il y a des aspects multidimensionnels, des aspects très complexes et je souhaite que nous autres, enfin en Algérie, on puisse avoir des choses beaucoup plus spécifiques. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Salah. Oui, on n'a pas d'argent pour faire face aux charges, etc. Mais il n'y a pas que ça pour l'entreprise. Il y a la question de la survie de l'activité. Et si l'on ajoute, comme vous l'avez fait pour le thème de cette rencontre, l'international, qu'est-ce que l'entreprise fait aujourd'hui pour maintenir soit son momentum si elle est déjà dans l'international, soit comment elle mieux se préparer pour aller à l'international après la crise de la pandémie. Voilà, je laisse la parole à tous ceux qui veulent la prendre. Merci. Merci, M. Barchi. Donc, voilà, merci pour cet éclairage.
En effet, donc, Paul Krugman avait dit que, effectivement, donc, les gens ont besoin de se soigner et s'alimenter. Et là, donc, pour revenir un peu à la question algérienne, la PME, parce que c'est de la PME dont il s'agit, hein, donc s'il y a lieu de soutenir une entreprise, c'est la PME privée en Algérie, j'allais dire, d'accord? Et puis, elle emploie aujourd'hui, la PME, 7 millions de travailleurs en Algérie, ce qui représente pratiquement 63% de l'emploi global en Algérie. Et ces gens ont besoin de s'alimenter, ils ont besoin de leur salaire. Voilà un peu où le bas blesse, c'est-à-dire que quelque part, on est un peu étonné de cette réaction ou de la non-réaction, je dirais peut-être, hein. Donc, moi, avant de commencer, si vous voulez bien me poser les questions, donc il y a quelques questions qui sont venues là. J'aimerais bien savoir, après ces éclairages des deux experts, donc M. Fouad Salah et M. Péperout, quels sont vos commentaires? Je voulais ajouter une chose, si vous me permettez, et surtout parce que Belkacem a dit, maintenant l'Algérie, c'est un pays qui sont coïncidés des crises, la crise sanitaire et la crise du pétrole. Moi, je pense qu'il faut ajouter une troisième crise, que c'est aussi très important, c'est une crise politique. Parce que l'Algérie, il reste pendant les dernières décennies qu'il est tombé dans une crise politique, il n'a pas d'idée, il n'a pas de bonne direction. Et c'est ça ce que je pense. Et c'est peut-être de ce pays que je connais qu'il est en train de souffrir trois crises à la fois. D'accord? Il y en a d'autres. 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 4 crises. Même 4 crises avec des guerres extérieures. Bon. Pour être Salah, on n'entend pas? Bon, on va passer donc à quelques questions. Oui, vas-y. Bon, oui, je t'entends, oui, parfait. Très bien. Alors, je tenais d'abord à remercier. Allô? Oui. Vas-y. Ah, très bien. Vas-y, voilà. Donc, je tenais déjà à remercier nos deux experts, M. Berchi et M. Belkacem, pour leur intervention effectivement stratégique et névralgique pour cette crise sanitaire et donc les conséquences qui y vont avec. Et il faut dire qu'aujourd'hui, donc le rôle de nous, comme a dit M. Berchi, patronat et chambre de commerce, c'est d'être le lien entre l'opérateur économique qui est très stressé actuellement et de pouvoir donc donner un dialogue direct avec les pouvoirs publics. Parce qu'on est obligé de porter cette inquiétude au pouvoir public afin de pouvoir résoudre les vrais problèmes que vivent aujourd'hui les entreprises algériennes principalement et à travers le monde, comme a dit M. Berchi. C'est un problème donc qui se pose à travers tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de disparaître dans les mois à venir si on ne réagit pas. Et pour pouvoir réagir, je pense qu'il faut donc qu'on soit très proche de nos entreprises et ainsi donc mettre tout ça à table avec les pouvoirs publics. Je vous le dis, je vous répète encore une fois, pour le cas qui a été donc de reporter le paiement et ensuite de donner un paiement le mois de juin pour 4 mois, ça sera impossible pour beaucoup d'entreprises. Ça sera très difficile, très délicat pour ces entreprises-là. Donc, les entreprises, voilà ce qu'elles attendent, c'est-à-dire quelles sont les solutions pour pouvoir les accompagner. Et moi, je pense que c'est des décisions de pouvoir public et de banque aussi. Parce que c'est un problème de trésorerie qu'il y a aujourd'hui et un problème avec les pouvoirs publics pour les décisions. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Hein. Est-ce que je peux donner juste une petite information? Oui, bien sûr, c'est ouvert, oui. En fait, allez-y. En fait, le nombre d'entreprises qui vont disparaître n'est pas un indicateur fondamental aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Pour une raison simple. Ici, aux États-Unis, ils ont déjà annoncé la disparition. Déjà annoncé, terminé, parti. 550 000 entreprises. Il est parti.
40 millions d'emplois perdus. Ça y est, terminé, parti. OK? Le problème, c'est qu'est-ce que l'on fait à propos de ça? Parce que les entreprises qui partent seront remplacées par des entreprises qui viendront dès que la pandémie passe, si les fondamentaux économiques sont restaurés et si on a une stratégie d'action bien précise. La question, c'est est-ce qu'on en a une? La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas laisser les 7 millions de travailleurs aujourd'hui sans salaire et sans revenus. On ne peut pas. On ne peut pas. Un gouvernement ou un secteur économique qui pense que l'on peut laisser pendant 4 mois 7 millions de travailleurs sans salaire dans le secteur privé, eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est de la folie. Je n'ai pas d'autre terme. On ne peut pas. Et donc, il faut mettre de l'argent à la disposition de ces gens, de ces travailleurs. Il faut qu'ils aient clairement de quoi consommer. 4 mois, c'est trop. Un patron a des économies. Une entreprise a des économies. A des possibilités de recourir à la banque et de reporter ses dettes. Un ouvrier n'a pas ce type de facilité. Il vit de paycheck en paycheck. Et souvent en espèces. La question, elle est là aujourd'hui. Elle est importante. On ne peut pas l'esquiver. On ne peut pas contourner cette question-là. Dans tous les pays, j'ai eu tout à l'heure, juste avant de parler avec vous, un entretien avec mes collègues sud-africains où nous avons un sacré problème. Eh bien, ils m'ont dit la même chose. Le gouvernement est en train aujourd'hui de se gratter la tête pour dire je fais quoi? Le Canada a déjà agi, les pays développés ont déjà agi de ce point de vue-là et ont compris que l'on ne peut pas garder la classe ouvrière sans revenus pendant une période longue. C'est impossible. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont proposé, M. Brichet? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le modèle américain? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, aux États-Unis, c'est pas compliqué. Le gouvernement a décidé de donner $1 200 par citoyen qui a un revenu déclaré, bien sûr, aux impôts de moins de $75 000 par an. C'est $1 200 par personne qui reçoit sur la base de la déclaration d'impôt de 2018 et $500 par enfant. Et ils sont en train de préparer une deuxième tranche pour le mois prochain. Et cette fois-ci, elle sera augmentée pour les enfants de $500 à $1 000 parce qu'il y a les frais de scolarité, il y a les frais de soins, etc. Donc, si vous voulez, au Canada, c'est la même chose, c'était $2 000 qui venaient, mais il faut bien sûr, là, c'est soumis à déclaration d'impôt. Dans notre cas, je pense que l'ITS existe toujours, ou l'IRG, ou je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Et donc, c'est sur cette base-là que l'on a les vrais chiffres des travailleurs et que ces travailleurs-là, pour qui l'IRS l'ITS avait été payé, eh bien, ils doivent absolument recevoir aujourd'hui une partie de leur salaire, un complément, n'importe quoi, pour leur permettre d'être aujourd'hui capables de consommer et de faire travailler ceux qui travaillent dans l'économie. On me dit que les produits agricoles sont en train de diminuer de prix en Algérie, ça veut dire qu'on consomme moins, ça veut dire qu'il y a une capacité infime aujourd'hui de consommer ce qu'on produit. Donc, qu'on bouge là-dessus, qu'on bouge les idées, qu'on bouge les lignes, qu'on arrête de parler de l'équilibre macroéconomique, on en parlera après la crise. On en parlera quand on aura résolu la crise politique aussi. On va passer, si vous voulez bien, donc, à poser des questions, évoquer les questions qui ont été posées. Donc, je m'adresse à Monsieur Azzeddine Belkacem Nasser à travers cette question, il me semble, hein, sinon le micro est ouvert pour tout le monde. Hein. Oui. Donc, on vient de Rachid Berchi. Le problème qui existe, c'est l'application des décisions par les institutions, banques, impôts, CNAS, etc. Donc, et il dit aussi, est-ce qu'on peut dire que nous assistons à un nouveau ère mondial, une redistribution des rôles? Voilà un peu. Donc, je crois qu'il y a deux questions. L'une pour M. Azzeddine Belkacem Nasser et l'autre pour M. Abdelwahab Berchi. Donc, le problème qu'il existe aujourd'hui, en fait, pour continuer un peu, pour aller dans le sens de ma question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment un plan concret? Est-ce qu'il y a une volonté à soutenir la société algérienne, la PME algérienne privée? Voilà. Moi, si vous permettez, il est vrai qu'actuellement, les débats sont très nombreux quant à la nécessité de dépasser un petit peu une vision purement économiste. On verra est-ce que ce sont des théories qui tiennent debout ou pas.
on est en train de remettre en cause un petit peu la mondialisation, effectivement, parce que c'est la mondialisation qui est en train de montrer toutes ces tares, si vous voulez, les aspects de décroissance, etc. Tout un débat là-dessus. Pour nous, en tout cas en Algérie, on n'en est pas là. Puisqu'on parle de l'entreprise, nous, l'entreprise, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et je maintiens pour dire que tous les problèmes que rencontre l'entreprise sont dus à la nature du système rentier, à des considérations structurelles, systémiques. On a habitué jusqu'à maintenant l'entreprise, si M. Brachid, on a habitué l'entreprise à l'accompagner, et maintenant que la crise s'installe, on l'abandonne. C'est pour ça qu'on s'inquiète, on panique, etc. Et donc, on a une responsabilité, en premier lieu, macroéconomique et je dirais politique, de l'accompagner et puis de l'aider à dire dans son rôle premier à quoi sert l'entreprise. Quel est le rôle d'une entreprise? C'est de produire pour vendre, pour gagner de l'argent. Et c'est légitime. Mais pas de n'importe quelle façon. En Algérie, le tissu des entreprises est constitué de PME. Et en fait, de TPE à 97%. Donc, c'est tout un apprentissage à faire. Maintenant que cette crise, vous avez raison, M. Ruiz-Martinez, que c'est une crise multidimensionnelle, il va falloir un petit peu accompagner cette entreprise, mais de manière sérieuse et de manière déterminée, en faisant semblant. Et j'ai envie de revenir un petit peu à ce qui a été décidé dans la loi de finances. Je serais bien heureux de voir que ces dispositions qui portent par exemple sur un petit peu un allègement, des allègements fiscaux, par exemple revenir sur la règle 51-49 soit réelle, mais il faudrait qu'il y ait une véritable volonté politique. Le problème est là, je suis d'accord avec vous, mais il peut y avoir aussi, il faudrait savoir écouter les entreprises. Le plaidoyer a été fait, les entreprises ont à plusieurs reprises un petit peu diagnostiqué et proposé des recommandations, à l'exemple par exemple de la création d'un fonds de sauvegarde pour les entreprises en tout cas qui sont en difficulté. Par exemple, une proposition quant à l'implication directe du FNI. Il y a un Fonds national d'investissement et qui engrange quand même et qui peut venir au secours des entreprises. Donc sur cet aspect-là, je pense que la responsabilité des pouvoirs publics, la responsabilité, elle est structurelle. Et bien sûr, les entreprises doivent faire l'effort de leur côté pour un petit peu s'impliquer, pour, comme diraient certains, mouiller leur maillot, pour essayer de travailler en synergie. J'espère, moi en tout cas j'espère que la disposition 51-49 qui sera levée va peut-être servir de déclic pour certaines entreprises, parce que la mondialisation n'est pas là. Et je pense à l'OMC. À un certain moment, on ne voulait pas entendre parler de l'adhésion de l'Algérie à l'OMC, de peur que les entreprises soient avalées, soient englouties. Pas du tout. L'objectif et la vocation de l'OMC n'est pas de faire disparaître les entreprises. Les entreprises qui arrivent à trouver leur équilibre et qui assurent un minimum de vitalité sont là, au contraire, pour pouvoir un petit peu émerger et travailler en synergie avec des multinationales. Pour les considérations, bien sûr, il y a tous les dispositifs d'accompagnement. Vous avez parlé un petit peu du système des impôts, donc le système fiscal de manière générale, les caisses de sécurité sociale. À mon avis, ça aussi, ça mérite une refondation profonde. Une refondation profonde parce qu'elles sont en lien non seulement avec les entreprises, mais aussi avec les citoyens. Il nous reste 10 ans pour être en principe au rendez-vous de ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Vous savez qu'on est toujours en retard, comme d'habitude. En principe, l'entreprise est impliquée. Où en est-on avec la responsabilité sociale des entreprises? Nous, il faudrait qu'on assure tout d'abord sa vitalité. Voilà ce que j'avais à dire, c'est Jamal. Oui. Merci beaucoup. Jamal? Oui. Je donne la parole, là, si vous voulez bien, avant d'enchaîner sur la deuxième question pour Monsieur Berchi. Donc, je donne la parole à un intervenant qui va nous poser une question. Ensuite, on revient, c'est Abdelouaheb, sur la question posée par M. Rachid Berchi. Hafez et Massine, à toi la parole. Merci. Bonsoir à tous. Ma question est pour Fouad Salah. J'ai suivi l'intervention qu'a eu
la DGI avec les membres du FCE. Aujourd'hui, à mon avis, il faudrait qu'il y ait juste 2 points. Comment sauvegarder l'entreprise aujourd'hui qui est en train de mourir et rester sur 2 points le plus important. C'est-à-dire que pas de plan du gouvernement pour aider les entreprises, ni sur le plan social, ni sur le plan, si vous voulez, financier avec les banques. Il n'y a aucune vision. Maintenant, ce que j'ai regretté, c'est que la question n'a pas été posée directement à la DGI pour essayer au moins de développer, de rentrer sur ce sujet. Le deuxième point, c'est pour les petites entreprises qui sont les coiffeurs, les petits restaurateurs qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, on parle de survie. Merci. Bonsoir, c'est Hafez. Merci pour la question. Donc, effectivement, nous avions eu le plaisir d'être ensemble au cours de la visioconférence avec Madame la directrice générale des impôts. Et effectivement, c'est un petit peu, si vous avez remarqué ce que j'ai dit au début, c'est quelles étaient les mesures. Parce qu'aujourd'hui, notre débat au Weba Youno, c'est comment l'entreprise peut-elle parvenir à affronter la crise sanitaire liée à la Covid-19. Donc, il faut parler de cette pandémie qui est venue et donc, que peut-on faire? Que peut-on faire, c'est-à-dire au niveau de nos entreprises et comment le gouvernement peut-il nous aider donc face à cette pandémie? Et c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on doit régler, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir, mais actuellement, on vit une situation. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter à nos entreprises face à cette pandémie? N'allons pas arranger le pays actuellement. Non, il faut réagir actuellement. Que peut-on faire? Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ça les vrais problèmes qu'on doit se poser. J'ai dit à la directrice, dans le cadre du forum, c'est les écrits que j'ai envoyés donc au gouvernement en disant, c'est-à-dire actuellement on vit des problèmes, que peut-on faire? Quelles sont les solutions à apporter? Et parmi les solutions donc proposées, parce que les vrais problèmes c'est des impôts, j'ai dit la trésorerie au niveau d'une entreprise. Une entreprise qui bien sûr travaillait en 2019 et en 2020, qui est éligible donc le gouvernement a fait un pas envers les banques. Les banques doivent prendre bien sûr beaucoup d'entreprises qui sont donc éligibles à ces facilités et les accompagner pour pouvoir sortir de cette crise et ensuite reprendre un flux normal. Voilà le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Mais si c'est pour me donner 4 mois d'échéance de ne pas payer un G50 au bout de 4 mois, ensuite de payer la totalité, ensuite la CNAS de ne pas payer pendant 3 mois et de payer la totalité, ensuite la banque ne donne pas de trésorerie, c'est 4 mois, moi comment je vais relancer mon entreprise? Comment je relance mon entreprise? Comment je peux relancer mon activité si je ne suis pas accompagné convenablement? Je ne suis pas là en train de demander. Je l'ai dit au début de mon intervention, il y a certains secteurs qui sont très touchés. Très vraiment touchés, comme vous avez dit, les petites et moyennes entreprises qui n'ont rien à voir donc avec le secteur alimentaire, aujourd'hui souffrent. L'hôtellerie, par exemple. Un hôtel qui est fermé pendant 4 mois, comment va faire le propriétaire? Voilà moi ce que j'aimerais savoir. Que va faire le propriétaire? Comment il va affronter le propriétaire? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment peut-on l'aider? Si vous lui dites non, très bien, vous n'avez pas travaillé pendant 4 mois, mais le 5e mois, payez vos impôts, payez vos employés, payez votre CNA. Il n'a pas travaillé pendant 5 mois. Il est en difficulté. Il a sûrement des problèmes avec ses employés. Comment peut-on aider cet entrepreneur? Voilà la vraie question et le vrai débat qui est. Merci Fouad. Merci Fouad. Je reviens à la question de tout à l'heure, adressée à M. Mberchi. Est-ce qu'on peut dire que nous assistons à une nouvelle ère mondiale, une redistribution des rôles? Voilà. Le nouvel ordre mondial était déjà en cours avec la guerre économique, la guerre commerciale que se sont livrés déjà les États-Unis et la Chine avec un fleuret moucheté, donc tout doucement, était déjà l'annonce de quelque chose de grand qui était en train de se préparer. Maintenant, elle devient beaucoup plus grave parce que les États-Unis viennent de prendre d'autres mesures beaucoup plus restrictives contre les Chinois et par conséquent, le gouvernement chinois est en train de répondre. Et il y a aujourd'hui aussi un doute qui plane sur le dollar en tant que monnaie dominante à l'échelle planétaire. Je ne suis pas un spécialiste du dollar, mais ce que j'entends chez mes collègues, ce que j'entends chez les gens dans les débats auxquels je participe ici, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec cette masse énorme de la nouvelle dette américaine qui va dépasser les 30 trillions, et avec l'impression de monnaie non-stop depuis le début de la pandémie, il y a de plus en plus question de commencer à recourir
beaucoup plus et de manière beaucoup plus systématique, notamment au renminbi, donc la monnaie chinoise, et d'autres formes de paiement pour contourner un petit peu la suprématie américaine, et notamment le système des sanctions que l'Amérique impose à tous ceux qui utilisent le dollar comme monnaie de paiement. C'est quelque chose qui est déjà en train de se penser, en train de se faire, les pierres sont en train de se mettre en place. Est-ce qu'on va en faire un édifice qu'on appellera l'ordre global du futur? Je n'en sais rien. Je ne sais pas prédire le futur, je sais juste voir ce qui se passe autour de moi aujourd'hui. Par contre, je voudrais, enfin, il y a quelque chose dans ce qui est la globalisation. Pour moi, c'est aussi s'inspirer de ce qui est global et qui marche. Salah vient de parler de quelque chose d'important, c'est les entreprises et leur trésorerie, etc. Oui, il y a deux instruments qui semblent avoir fait leur preuve dans beaucoup de pays. Le premier, c'est la restructuration des dettes parce qu'il y a la pandémie. Très vite, avec les banques, on peut dire. En Algérie, ça devrait être beaucoup plus simple, puisque 86% ou 90% des crédits à l'économie sont faits à travers des banques publiques. Ça devrait être beaucoup plus facile à traiter que lorsque vous avez affaire à une cinquantaine de banques privées, comme c'est le cas en Afrique du Sud, où mes clients aujourd'hui ont vraiment des problèmes à payer les intérêts de leurs dettes. C'était des dettes pour des grandes centrales solaires. Et croyez-moi, quand vous avez à payer 8,5% d'intérêt plus des sweeteners à droite et à gauche, vous n'êtes pas en mesure de payer si votre chantier n'est pas déjà productif d'énergie. Donc, on n'a pas encore ce cas-là en Algérie, mais on sait que nous avons des dettes auprès des entreprises, des banques, que les banques peuvent faire aujourd'hui en tant que politique conjoncturelle pour l'année, pour les 2 années qui viennent, une restructuration, une réévaluation, n'importe quoi. En Amérique, il y a un deuxième instrument qui vient d'être créé pour sauver les petites et moyennes entreprises qui sont encore sauvables. C'est de mettre à leur disposition de la trésorerie sur la base de leur dernière déclaration d'impôt. Vous avez déclaré tant d'impôts, vous allez diviser votre impôt, le revenu que vous avez déclaré par 12, et vous allez le multiplier par 2,5%. Ces 2,5% vont être mis à votre disposition pendant les 12 mois, sous la forme donc d'avance par votre banque. C'est votre banque qui va vous le donner, mais le Trésor public la garantit. Et si au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas repris votre activité, au fur et à mesure, cet argent-là lui-même disparaît. Cette dette disparaît elle-même, elle est effacée. C'est le Trésor public qui la prendra en charge. Ça, c'est le pays du capitalisme. C'est le pays du capitalisme qui veut sauver ses entreprises. Donc, votre déclaration d'impôt divisée par 12, multipliée par 2,5, et vous avez le taux de la subvention que vous allez recevoir de votre banque, que vous serez obligé de rembourser. Si au bout de 3 mois, vous ne pouvez pas la rembourser, eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est le Trésor public qui prendra en charge votre dette si vous justifiez pourquoi vous ne l'avez pas remboursée, soit que le confinement n'a pas été levé, que votre marché n'est pas revenu, etc., etc. Donc, il y a voilà le genre de mesures qu'il nous faudrait. Oui, il y a des instruments, il suffit d'avoir de l'imagination, il suffit d'avoir aussi de l'honnêteté. Je rejoins tout à fait mon collègue Sibel Qassem Nasser qui a dit quelque chose de vrai. L'entreprise algérienne a vécu dans un cocoon, elle a vécu dans la rente, elle a vécu dans la facilité. Je n'ai pas de publicité à me faire, mais en 2005, j'avais rendu public un rapport que j'ai écrit pour la Banque mondiale à Alger, devant 300 chefs d'entreprise. Ce rapport existe encore, il existe. Ça s'appelle « Financement de l'investissement privé en Algérie ». C'était en 2005, juin 2005. Je suis venu le présenter avec mes collègues de la Banque mondiale au Sheraton à l'époque. Relisez-le. Chaque fois que je vous entends parler, je me dis « mais ça, on l'a dit en 2005 ». Mais ça, on l'a dit en 2005. Accompagner l'entreprise, lui donner une fiscalité, lui donner un système de faillite qui l'accompagne dans une restructuration ou dans n'importe quoi, tout ça c'était déjà prêt. Pourquoi les instruments n'ont pas été pris à temps? Tout simplement parce qu'on n'en voulait pas, y compris le secteur privé. Le secteur privé a lutté pour avoir un commerce extérieur ouvert, l'accès aux devises ouvert, le marché ouvert. Terminé. Il n'a pas lutté pour avoir un statut fort qui lui permette d'être un véritable partenaire qui vient négocier, non pas qui vient demander, qui vient négocier, pas demander. Ça, on ne l'a pas fait. Maintenant, à l'échelle du monde, nous avons des instruments. Je suis désolé, je vais le dire encore là parce que j'en profite, il s'agit d'entreprises. L'Algérie, aujourd'hui, est devenue membre de la fameuse banque de l'infrastructure en Asie qui a été créée par les Chinois. Eh bien, je suis impliqué dans 3 projets de cette banque qui sont des prêts à des entreprises privées dans les pays membres.
Est-ce que vous savez que l'Égypte a déjà 11 prêts privés à des entreprises privées dans le domaine de l'énergie solaire? L'Égypte toute seule, 11 prêts déjà, ils sont décaissés pour la mise en place d'approximativement 850 mégawatts d'énergie solaire par des privés, sous la forme de PPP ou sous la forme de simples objectifs privés. Et ils ne sont pas couverts par la dette souveraine. Ce sont des prêts non souverains. Est-ce qu'on a de l'imagination? On est rentré dans la banque asiatique. Quel est l'objectif? C'est de préparer notre secteur privé à y aller? C'est de faire financer nos PPP par cette banque? Ou c'est tout simplement de le faire et puis d'attendre que les Chinois nous amènent des milliards, leurs entreprises, pour nous construire des ponts, des ports, des autoroutes, des bâtiments? C'est de ça dont nous avons besoin au niveau de l'entreprise. On a besoin d'entreprises qui ont des vrais projets, qui ont des vraies stratégies, qui ont des vrais managements et qui savent se présenter sur un marché pour avoir de l'argent avec l'aide de l'État, mais pas spécialement avec sa garantie. Je vous le dis, cette banque fait des prêts non souverains à des entreprises dans des pays que nous connaissons bien, Oman, l'Égypte, l'Afrique du Sud et ainsi de suite. Alors réveillons-nous que la crise soit le point de départ non seulement d'un réveil, mais aussi de ces réformes profondes dont a parlé le professeur Nasser, qui sont nécessaires. Parce que nous avons notre plan Algérie 2035, mais ce plan Algérie 2035 ne se réalisera pas sans ces réformes profondes dont nous avons besoin et qui sont dans l'agenda depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. Donc on en parle, mais c'est comme un cercle vicieux. Vous savez, plus vous le caressez, plus il devient vicieux. Alors, nous ne tournons plus autour du pot. Allons-y. Réglons le problème conjoncturel de la crise en facilitant le travail des opérateurs, mais mettons-nous aussi avec une feuille de route sur les programmes de réforme structurelle, mais un programme sérieux et qui ne soit plus aujourd'hui lié. J'ai mal à la tête chaque matin d'ouvrir les journaux algériens. On ne parle que du prix du pétrole et des réserves de change. Les journaux algériens sont pleins de ça, réserves de change, prix du pétrole. Arrêtons. Voilà mon message. Arrêtons, faisons des réformes immédiates pour sauver. Merci, M. Berchi. Et pour relier un peu. Oui, merci, M. Berchi. Donc, pour continuer dans ce sens-là, tout le monde sait que nous avons tout dernièrement produit un document de 15 pages dans lequel il y avait des solutions. Nous avons recommandé des solutions parce que nous avons fait un sondage auprès de 250 entreprises avec un bureau membre avec nous. Et nous avons vu un peu la difficulté des entreprises 3 semaines après le confinement. Effectivement, donc, il y avait des difficultés énormes. Hein, parce que comme je le rappelle à chaque fois, et je ne m'en lasse pas de le dire, l'entreprise algérienne a connu une cascade de crises depuis 2014, ajoutant à celle de 2019, et puis la crise de la Covid-19. Donc nous avons fait un petit sondage, et on ressort de ce sondage. Excuse-moi, combien il y a eu de faillites depuis 2014? Des faillites. Je ne parle pas de... On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu ne sais pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà. Donc il n'y en a pas, mais les entreprises sont en grande difficulté. Elles essaient de s'accrocher. On sait que, par exemple, 50 d'entre elles, ils ont mis au chômage plus de la moitié de leur personnel. Il y a eu des licenciements, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, 53% d'entre elles n'arrivent pas à payer les charges fixes. Ils ont des problèmes de trésorerie, etc. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est très signifiant et parlant. Hein. Donc, nous, on avait proposé que si vraiment il y a une volonté de soutien à l'endroit de ces entreprises, qui est la PME algérienne privée, le gouvernement devrait donc constituer un fonds et expliquer le financement de ce fonds. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec la LFC, qui n'est pas censé rentrer dans ces problèmes, parce que la LFC elle a son problème, c'est de réajuster un peu les recettes et les dépenses, et qu'elle a ramené qui était basé sur un prix de pétrole à 50, qu'elle a ramené à 30. Donc on voit la rareté des financements, qu'ils soient budgétaires ou ailleurs. Et je pense que la première des choses que nous devrions faire, d'ailleurs dans ce document, on parlait beaucoup d'ajustements et de réformes. Il y en a marre des mesures, parce que les mesures, ça ne sert à rien. Il faut d'abord régler le problème de politique économique. Aujourd'hui, en Algérie, nous devrions revoir un peu tous nos paradigmes parce que là où on touche, ça ne marche pas. Donc il y a un problème.
le climat d'affaires, parce que tout à l'heure, monsieur le professeur monsieur Nasser, donc Abdelkader Nasser, avait soulevé le 51-45. Vous savez, le 51-45, ça n'est pas un déterminant fondamental donc, de l'investissement direct étranger. Par contre, je salue donc, la levée du droit de péremption. Ça, c'est un message fort, parce qu'en fait, ils ont ouvert le marché des participations des entreprises étrangères, de l'IDE, dans les entreprises de droit algérien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le gros, c'est quoi? C'est le climat d'affaires. Hein? Donc, il faut revoir les marchés. Tout à l'heure, j'avais une discussion pour dire que les marchés, par exemple, des banques. Aujourd'hui, on invite des banques chez nous en Algérie à venir investir. Et on leur bloque le marché des entreprises publiques et des institutions publiques. C'est les meilleurs marchés. Il n'y a pas de risque dans ces marchés. Il y a la garantie de l'État. Tout le monde veut aller vers ces produits-là. On leur interdit ça. Ça, c'est pas normal. Le marché par exemple, des matériaux de construction, quand on donne de la subvention. Si Jamal. En pleine verbe, il nous quitte. Ah. Monsieur Jamal, on ne vous entend pas. Hein. Si vous nous entendez, on ne vous entend pas. Et en principe. Si vous avez un problème, il faut déconnectez-vous puis reconnecter. Oui. Sinon, Monsieur Fouad, vous pourriez rebondir sur oui. Sur le marché de... Vous connaissez très bien. Je vois sur le chat, effectivement, qu'il y a Monsieur Rachid Berchi et M. Méry qui parlent effectivement des craintes des chefs d'entreprise, qui a eu une enquête réalisée par la CIPA et qui dit que 60% des chefs d'entreprise sont inquiets quant à la survie et au devenir de leur entreprise. 60% des chefs d'entreprise ne sont plus en mesure d'honorer leur engagement, charges, dettes fiscales, parafiscales et bancaires. Donc, on est tous inquiets, effectivement, les entrepreneurs et les entreprises algériennes sont inquiètes actuellement donc, pour le problème qu'elles vivent. C'est vrai qu'on va tirer des leçons, Monsieur Berchi. C'est vrai que la pandémie aujourd'hui, on va en tirer des leçons, c'est-à-dire la stratégie, on doit tout revoir. Mais actuellement, je répète encore une fois, ce n'est pas pour la survie ou pour... C'est conjoncturel. C'est une pandémie qui est arrivée, qui a aggravé encore plus les problèmes rencontrés des entreprises algériennes qui les vivent depuis quelque temps. Et dans les pays voisins, nous ne parlons pas des États-Unis, etc. Dans les pays voisins, je vais vous donner un exemple. Ils ont pris les bilans de l'année 2019 de chaque entreprise qui est en difficulté et les patronats ont proposé au gouvernement que les banques mettent à leur disposition 25% de leur chiffre d'affaires annuel et que c'était sous forme de crédit, bien sûr, de CMT, et que c'était l'État qui le prenait en charge. L'État prenait en charge dans le cas où l'entreprise est défaillante. C'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition, donc 25%, les banques mettent la trésorerie, 25% donc de votre chiffre d'affaires sur une période de 10 ans. De 10 ans, remboursable sur 10 ans. Et que l'État garantissait donc le paiement sans mettre la poche directement l'État, et c'est très intelligent, je trouve, comme proposition. C'est-à-dire que l'État garantit à la banque, dans le cas où cette société ou cette entreprise est défaillante, je paye sans crédit. Et de là, donc, je pense que l'entreprise pourrait souffler, effectivement, et reprendre de plus belle. Et c'est à moyen et long terme, il faut parler de 5 ans, 10 ans, parce que les 4 ou 5 mois, l'impact n'est pas encore venu. Moi, je pense que malgré les difficultés que les entreprises ont actuellement, je peux vous assurer que dans les mois à venir, si ça continue, parce que jusqu'à l'heure actuelle, la pandémie existe, elle est là. Nous, on ne peut pas savoir si dans un mois, s'il y a un déconfinement, peut-être que ça va reprendre, que les choses vont aller. Et là, donc, je pense que l'entreprise va définitivement couler ou aller vers la faillite. Voilà quelques propositions dans des pays voisins sur lesquels leurs gouvernements sont en train de travailler. Ça serait bien qu'on ait cet impact. Bon, nous, on a écrit au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du FCE, dont je suis président du Forum des chefs d'entreprise de la Wilaya d'Oran. On a donné ces propositions. J'ai parlé de beaucoup de choses. Il faut juste rassurer cette entreprise et lui dire qu'on va vous accompagner 6 mois, 12 mois,
mais ne pas dire l'intervention, je répète encore une fois, a été très délicate aux entrepreneurs qui ont été stressés en écoutant que non, il faut payer au bout de 4 mois que vous n'avez pas payé pendant le dernier trimestre. Ça va accentuer, et je peux vous assurer qu'il va y avoir des défaillances, qu'il va y avoir des impayés, qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas se présenter. Ça va poser des problèmes avec les employés et avec les entreprises, les institutions étatiques. Voilà. Est-ce que voilà, je donne la parole donc aux autres intervenants. S'il y a des questions, questions aussi par chat, il faut les poser à nos chers experts. C'est ça, là. C'est en droite ligne de ce que vous venez de dire et des questions, effectivement. Ça confirme un petit peu enfin mes appréhensions, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'entreprise, la responsabilité, en fait, est partagée. Tout le monde est responsable, y compris l'entreprise qui est en train de pleurnicher. Bon, l'entreprise, parce qu'en fait, si on commence à faire un petit peu un bilan, d'ailleurs, on n'a pas fait de bilan objectif, en étant avec un petit peu ce qui a pu être fait dans les histoires de mise à niveau. De l'argent a été dépensé, n'est-ce pas? Et quelle a été la relation, n'est-ce pas? Quelle a été la relation entre les entreprises et le système bancaire? Je crois là qu'il y a un dialogue de sourds, une incompréhension totale. Parce que si vous vous adressez aux banques, elles vont vous dire que c'est les entreprises qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas structurées, etc. Un tas de reproches. Et inversement, les entreprises reprochent aux banques. Et il faut dire en fait que le système financier bancaire, il est un peu spécial. Constitué de 6 banques publiques, oui, c'est vrai. C'est-à-dire à dominante publique, il n'y a pas de banque à capitaux privés algériens, alors qu'effectivement, si on donne l'exemple de notre voisin immédiat, le Maroc, c'est tout à fait l'inverse. Vous avez la plupart des banques qui sont à capitaux privés marocains et les autres sont à capitaux à intérêt étranger ou public. Et ça donne, et c'est important un petit peu la nature juridique un petit peu des banques, ça donne une idée un petit peu sur l'ampleur des réformes qui nous attendent. Jusqu'à une certaine date, on parlait des réformes de première, seconde génération, troisième génération. On n'a jamais fait de réforme profonde des banques. Et là, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de volonté politique. On ne va pas faire de la politique comme ça à satiété, mais des considérations d'ordre sectoriel, etc., sont à prendre en considération. Il y a un flagrant, comment dirais-je, manque en matière d'intersectorialité. Parce que s'il y a une coordination entre les secteurs, je ne parle pas des ministères, je parle des secteurs. Peut-être que dans le cadre d'un secteur, on va se rendre compte que, par exemple, il y a nécessité de miser beaucoup plus sur les avantages que l'on doit donner aux entreprises que dans tel autre secteur, etc. On n'a pas fait ce travail-là. Donc, je ne veux pas que l'on s'attache seulement à des mesures un petit peu, vous avez dit, et vous avez raison, c'est d'ordre conjoncturel, des reports d'échéances, etc. Non, il y a une tripartite qui s'avance. Est-ce que c'est une tripartite comme les autres? Ou alors c'est une tripartite qui va poser le problème de fond? On verra. On verra. Merci. Très juste, très juste. Je peux rebondir en fait sur ça. Oui, le professeur Belkacem Nasser a tout à fait raison de dire que notre système bancaire est dans une situation lamentable. C'est malheureusement, enfin, c'est pas de la politique de dire que avec la loi monnaie-crédit en 1990, on était parti pour faire une vraie réforme du système bancaire, qui ensuite a été arrêtée volontairement, et je n'ai pas vu ni le secteur privé ni le secteur public lutter ou élever la voix pour dire que ce n'était pas juste de remettre en cause quelque chose d'aussi fondamental que cette réforme-là. Bon, aujourd'hui, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que l'entreprise est vraiment prête à jouer avec des règles de partenariat avec l'État qui ne sont plus des règles simplement de « donne-moi, je prends ». C'est ça le vrai problème. Le win-win veut dire que la banque joue le risque. Le win-win veut que la banque se lance complètement dans l'investissement productif, protège sa main-d'œuvre, protège ses brevets, protège sa capacité productive
investit, etc. Ce qui n'est pas évident. J'étais la dernière fois à Alger avec un banquier qui m'a dit « Mais viens voir les projets qui nous sont proposés. Viens voir les projets. » Il me dit « On n'a pas d'hypothèque qui fonctionne. On n'a pas de véritable garantie. » C'est pour ça que des scandales éclatent de temps à autre. Donc, il y a effectivement un problème très sérieux. Alors, dire « Il faut nous avancer de la trésorerie avec la garantie de l'État », moi, je peux vous assurer qu'au Maroc, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Ce n'est pas Tijara Wafa qui va vous donner 10 millions de dirhams et qui va vous dire si vous ne remboursez pas, l'État va me rembourser. Hein. Croyez-moi, si vous n'amenez pas vos garanties le premier jour, si vous n'amenez pas vos bilans certifiés, eh bien vous n'en aurez pas. Hein. Non, c'est ce que j'ai dit, des entreprises j'ai entendu des entrepreneurs marocains que j'avais invités à investir dans l'énergie solaire me dire on ne peut pas, et quand j'ai gratté l'affaire, c'était tout simplement parce qu'ils ne présentaient aucune garantie. Et c'est pour ça que l'énergie solaire marocaine, c'est l'État ou les étrangers. C'est pas compliqué. Donc il faut quand même être très clair là-dessus. Il faut être très clair. On a besoin de travailler aujourd'hui, de travailler sur les deux béquilles. Privé, public, ok. Du win-win, ok. Mais le programme de réforme doit être discuté, le programme d'assistance doit être discuté et doit être discuté de manière sérieuse. Et on ne contourne pas les problèmes. Est-ce que oui ou non vous avez de la trésorerie aujourd'hui? À quoi sert-elle? Est-ce que vous en avez eu dans le passé? À quoi a-t-elle servi? Est-ce que vous avez un vrai bilan fiscal? Est-ce que vous avez de véritables audits? Est-ce que vous avez un vrai management? Ces grands groupes que nous avons en Algérie. Mais moi, je suis désolé, je dois le dire. Je suis effaré quand quelqu'un me dit qu'il a 35 entreprises, il n'a pas un conseil d'administration. C'est des entreprises individuelles, d'un individu, de son frère, de sa sœur et de sa cousine et de sa femme. Et il crée 35 entreprises dans tous les secteurs où l'État a donné une incitation quelconque. Aujourd'hui, c'est la pêche, demain, c'est les minoteries, après, c'est la pharmacie, après, c'est les journaux, après, je ne sais pas quoi, et on appelle ça un groupe. Un groupe de quoi? Un groupe de quoi? De quoi on parle? Moi, le groupe que je connais s'appelle Exxon. Il est dans l'énergie, il est dans le pétrole, il est dans le gaz, il est dans l'hydro, etc. Voilà, je connais le groupe Citibank, il est dans les banques, il est dans les produits financiers. Mais nous, nos groupes, c'est tout. C'est de la Kalantika jusqu'à la Lune, jusqu'à l'énergie solaire. J'ai entendu même quelqu'un dire qu'il veut investir dans les satellites. Entre nous, l'Indonésie a obtenu un financement privé pour justement la gestion des satellites de télécommunications. Bien sûr, c'est dans le cadre d'un PPP avec l'État, mais c'est une entreprise privée qui a obtenu l'argent de la Banque des infrastructures asiatiques, que l'on appelle Banque chinoise. Et elle a obtenu pour l'ensemble du travail depuis l'étude jusqu'à la finalisation de ces satellites et de l'utilisation de, si mes souvenirs sont bons, 150 gigabytes de données transmissibles en temps réel. Donc soyons sérieux. De quoi parle-t-on quand on dit l'entreprise? Alors une grande liste, on ne paye pas nos impôts, on nous reporte nos charges, on nous donne de la trésorerie, on nous oublie nos impôts pour les années passées. Non, attendez. Il faut une négociation. Non, il faut une négociation. Personne ne dit ça, c'est Brché. Comment? Vous dites que personne ne dit ça, c'est Brché. On a dit que les entreprises... On a de bonnes entreprises privées et je peux vous assurer que c'est le privé qui peut sauver la vie. Exact. Mais n'oubliez pas la règle, c'est que les bonnes entreprises privées, souvent, ne sont pas celles qui sont au devant de la scène et ne sont pas celles qui négocient ce genre de programme. Et c'est de ça dont on parle. On parle aujourd'hui d'avoir un cadre pour la réforme du tout le monde des affaires, de toute la situation économique, qui implique les gens de manière transparente et de manière, j'allais dire, fondamentale. C'est-à-dire que l'on parle des vraies choses, que l'on ne parle pas des conjonctures. La conjoncture, ok, comme je l'ai dit, on peut même oublier les fondamentaux pour la traiter parce qu'elle est grave. Parce que les gens sont à la maison et ils n'ont pas de travail, les usines sont fermées et il faut se nourrir et se soigner. Ça, c'est une conjoncture spéciale. Mais pour en sortir, il va falloir aller plus loin. Et il a tout à fait raison, notre ami, le professeur Abdelkassem Nasser, quand il dit il va falloir que l'on oublie les comportements du passé et que l'on aille vers des réformes profondes avec un cahier des charges bien précis dans lequel sont énumérés les rôles de chacun. L'entreprise privée a un très grand rôle à jouer pour relancer l'économie algérienne et pour mettre l'Algérie sur le chemin du progrès et du développement. Mais pour l'instant, elle n'a pas joué à 100%, pas pour des raisons qui lui incombent à elle.
elle n'est pas responsable toute seule, mais disons-le clairement, il y a du travail à faire aussi au sein même du secteur privé. Et par le secteur privé. Merci. J'ai une question, excusez-moi tout à l'heure, hein, j'ai été coupé, j'ai été zappé par peut-être qu'il n'y a pas de débit d'Internet, suffisamment de débit. Moi, j'ai une dernière question, parce que là, on a normalement dépassé l'heure du webinaire. J'ai une dernière question que je vais adresser à monsieur Qassem Nasser. C'est un autre volet, et ce sont des pratiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On voit le patronat, pratiquement toutes les instances ou les institutions professionnelles sont en train de courir et taper à chaque porte, comme ils le font au ministère, à DGI, etc., etc. Donc, est-ce que, d'après vous, monsieur le professeur, n'est-il pas le temps, n'est-il pas temps de limiter le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif et commencer à associer davantage les partenaires économiques et les partenaires sociaux pour éviter une réglementation imprécise, justement, quand on voit la loi de finances complémentaire, c'est-à-dire qu'on est resté sur notre fin, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a été fait dans la loi de finances complémentaire, mis à part quelques petites mesures, donc on ne sait pas. C'est vrai qu'ils ont réajusté donc les dépenses et les recettes, d'accord, parce qu'il était temps de le faire. On est en pleine crise, le pétrole a chuté à moins de $30, il est toujours à moins de $30, pour votre information, parce que le transsaharien est moins cher actuellement que le Brent. Donc j'aimerais bien avoir votre commentaire, monsieur le président. Oui. Merci beaucoup, un commentaire rapide, parce que c'est vrai qu'il commence à faire tard. Je parlais à l'instant de la tripartite, par exemple. En fait, on n'a pas eu l'occasion d'avoir un cadre de concertation et de dialogue franc et direct entre toutes les parties, y compris les entreprises qui n'ont, soit parce qu'elles n'ont pas été suffisamment bien représentées, soit parce qu'elles n'ont pas pu recueillir ou rassembler les différents atouts dont elles disposent en principe. Parce qu'en termes de représentation, bien sûr, il faut dire qu'on a choisi qui on a voulu choisir. C'est ça. Donc, il y a un problème de cadre de concertation et de dialogue. La loi de finances complémentaire, juste pour revenir, j'ai commencé par dire tout à fait au début qu'en Algérie, on est l'un des rares pays à disposer d'une loi de finances complémentaire quasiment chaque année. C'est du jamais vu. Durant les années 2000, il n'y a qu'une seule année où on n'a pas eu de loi de finances complémentaire, c'est l'année 2004. C'est une énigme. Ensuite, ces dernières années de crise, il y a eu 1 ou 2 années, mais on revient à la loi de finances complémentaire. En fait, c'est une loi de finances plutôt rectificative. Je dirais que c'est une loi de finances retravaillée, tout simplement. Par exemple, celle qu'on est en train de voir actuellement, la loi de finances complémentaire 2020, c'est du jamais vu. Vous savez qu'on a fait table rase de tout ce qui a été concocté, en tout cas réfléchi. C'est pas sérieux. Une loi de finances complémentaire, effectivement, peut être là pour rectifier, pour ajuster, mais si elle revient chaque année de manière récurrente, ça veut dire qu'il y a un problème de vision, de perspective, de prévision. Donc le problème se situe là. Le problème se situe au niveau du cadrage un petit peu, même si le mot va faire un petit peu sur macroéconomique, enfin le cadrage global. Les entreprises doivent discuter entre elles. Je crois savoir qu'entre les entreprises, le dialogue n'est pas très, très profond. Donc il faut commencer déjà par cette première étape-là. Voilà. Il y a Rachid Bakshi qui revient avec une question. Je pense qu'il faut une réunion de concertation d'abord entre les patronats avant d'entamer la tripartite. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est une bonne réflexion. Absolument. Voilà, exactement. Exactement. Merci à tous. Merci, M. Qassem Nasser. Oui, c'est bon, j'ai fini. Merci bien. Il y a le professeur Bakshi qui veut intervenir. Une seconde. D'accord. Juste une remarque, enfin, parmi les propositions que j'avais faites en 2005, si vous avez le rapport, où je peux le renvoyer, il existe, il est online, en fait, il est sur Internet. J'avais appris en Thaïlande. En Thaïlande, ils ont institué un conseil de concertation entre le gouvernement et le secteur privé,
Et je l'ai noté comme exemple dans le rapport, en le donnant comme exemple à suivre en Algérie, dans lequel le patronat et les responsables publics des secteurs économiques, donc finance, industrie, commerce, etc., se réunissent 2-3 fois par an pour faire une concertation sur les gros problèmes de la conjoncture. Ce conseil était présidé par un ex-ministre et se tenait régulièrement, et on ne pouvait pas faire un projet de loi, on ne pouvait pas faire un projet de décret, on ne pouvait pas changer une législation économique sans consulter ce conseil. C'était transparent, c'était net, c'était absolument clair. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, et c'était, j'en tire quelques bénéfices, j'avais proposé au gouvernement marocain, lorsque je travaillais à la Banque mondiale, de publier les projets de textes légaux et réglementaires. Le secrétariat général du gouvernement marocain publie systématiquement tous les projets pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, les gens peuvent voir les projets et peuvent faire des commentaires et envoyer leurs commentaires au secrétaire général du gouvernement. L'Afrique du Sud fait la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce genre de choses et on nous parle des arrêtés arrêtant les listes des produits importables ou pas importables, etc., comme ça, du jour au lendemain? Ça, ce sont des mesures qui peuvent aider la transparence et la bonne gouvernance. Ouais. Et ça coûte Merci cher. beaucoup. Ça coûte rien du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une autre question. Je vais répondre rapidement. C'est M. Ben Ali Hashmi qui dit que si la LFC complémentaire contient des mesures pour soutenir l'entreprise face à cette crise. Non, au contraire. Donc, on a encore pénalisé le tourisme. Donc, ils avaient une TVA à 9%, elle est redevenue à 19%. Et puis, bon, non, rien de cela. Je vous remercie beaucoup. Ce fut un débat très intéressant. On va, Inch'Allah, on va refaire ça très souvent. Et puis, voilà. Voilà. Merci. Effectivement. Pépé. Merci, Fouad. Bye Mes bye. amitiés également, mes amitiés comme je vous remercie pour ce débat très riche. Inch'Allah, j'espère qu'on pourra apporter nous aussi donc quelque chose au problème du débat qui se pose donc et à ces entreprises dont nous devons être à l'écoute. Je remercie nos experts, le président M. Abdallah et tous les membres et mes amitiés à Riyad et à son équipe. Hein. Et je vous dis donc à très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci, Pépé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.